Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il constitue une première. Il était suivi avec un intérêt certain un peu partout à travers le monde. Les Maliens attendaient avec impatience son épilogue. C'est bien sûr le procès d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, le présumé djihadiste malien accusé de destruction de mausolée à Tombouctou. La Cour pénale internationale a rendu son verdict. Al-Faki a été reconnu coupable et il écope de 9 ans d'emprisonnement. Ce verdict est-il à la hauteur des attentes des uns et des autres? Le fait d'avoir demandé pardon et de plaider coupable, est-ce que cela a eu un impact sur le procès? Comment la nouvelle a été accueillie à Tombouctou? Ce procès qui est en soi une première, sera-t-il suivi d'autres du genre? Alors, quelles sont à présent les attentes des uns et des autres? Trois invités vont répondre à ces questions. Le premier, c'est le docteur Mamadou Guissé, qui est professeur de droit privé. Monsieur Guissé, bonsoir. Nous aurons les deux autres invités en ligne, à savoir Abdoulaye Touré, qui est le président du réseau des victimes de Tombouctou, monsieur Kamara, Bakari Kamara, qui est donc de l'AMDH. À présent, nous allons pouvoir les joindre. Cette émission vous est présentée par Seydou Fama. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Il est arrivé à terme le procès Al-Faki à la CPI. On ne saurait lui reprocher d'avoir été lent. Je vous le disais, le procès Al-Faki a connu son épilogue ce mardi, un procès suivi avec un intérêt particulier par les Maliens. À Tombouctou, le théâtre des crimes commis par Al-Faki, on avait depuis des mois l'oreille tendue vers la haie. Pour entamer donc ce débat, nous nous rendons à Tombouctou pour retrouver le président du réseau des victimes de la région. Il s'appelle Abdoulaye Touré. Monsieur Touré, êtes-vous satisfait du verdict prononcé par la CPI? Bonsoir pour les auditeurs de Radio Tamani. Nous poussons enfin nous le soulagement. C'est une première. On se réjouit beaucoup de cette décision du verdict, mais disons-nous qu'on s'attendait à un verdict plus lourd. Et c'est vrai qu'il y a eu des négociations entre les parties, mais pour nous les victimes, on s'entendait vraiment à un verdict un peu lourd. 9 ans, c'est peut-être suffisant pour la CPI, mais nous, on aurait souhaité plus. Voilà. Et d'autre part, on se dit quand même que ce verdict n'est que partie remise et que nous devrons attendre aussi que d'autres faits soient pris en compte pour le même M. Al-Faki. Voilà. Monsieur Touré, comment les Tombouctiens, d'une façon générale, ont accueilli la condamnation d'Al-Faki à 9 ans d'emprisonnement? Oui, c'est ce que j'ai là tout de suite, qu'à 9 ans, on trouve que c'est quand même un verdict, mais bon, c'est un soulagement que quelqu'un soit puni du fait que ces criminels qui ont tous connu des procès ici à Tombouctou, ils sont certains présidents et que quelqu'un a été au moins jugé, c'est un soulagement. C'est vraiment un soulagement de voir qu'il y a une lutte contre l'impunité commence quelque part ailleurs, même si c'est à la CPI. Mais d'autre part, je ne vous cache pas que l'on s'attendait quand même à une peine plus lourde. Docteur Mamadou Guissé, pour les juristes que vous êtes, le procès peut-il être qualifié d'exemplaire, ce procès Al-Faki? Merci, M. Forba. Très heureux d'être devant vous pour donner un avis sur cette question ô combien délicate, dans la mesure où il faut comprendre toutes les attentes, toutes les inquiétudes de toutes les victimes et normalement de tous les Maliens par rapport à ce sujet. Dans la mesure où vous savez, M. Fomba, que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, c'est vraiment des crimes qui sont déjà considérés par le droit comme des crimes imprescriptibles. Donc il n'y a pas de délai pour trouver un moyen de rénonciation à des poursuites ou à des jugements contre tous les délinquants reconnus coupables d'actes de ce genre. Et à partir de là, nous pouvons dire que désormais, dès l'instant que et le Mali et la CPI ont trouvé le moyen au moins de traduire l'un d'entre eux devant la juridiction, je crois que c'est d'abord historique, c'est une grande première. Les inquiétudes des uns et des autres, à savoir une grande lourdeur, une plus grande satisfaction dans le prononcé de la décision, c'est vrai, il fallait s'y attendre, mais vous savez, le droit, c'est le droit.
dur lex, sed lex. Le droit, la loi est dure, mais c'est la loi. Et je crois que d'office, nous avions relevé que le procureur et l'auteur de l'infraction avaient trouvé un terrain d'entente dans le principe du plaidé coupable. Et là, effectivement, il y avait des circonstances à prendre en compte. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la peine n'est pas en soi une vengeance. Parce que si c'était le principe de la vindicte populaire qui devait continuer, œil pour œil, dent pour dent, le principe ne serait jamais arrêté. Le cycle serait devenu infernal et je crois que nous ne serions jamais arrêtés. Et dès lors que nous avons au moins donné une leçon, non seulement à l'auteur de l'infraction, mais à d'éventuels auteurs de l'infraction, ou fait d'infraction, et qui doivent s'attendre à être interpellés un de ces jours, je crois que nous avons au moins franchi le Rubicon. Et dès lors, je pense que la sentence est, d'une manière ou d'une autre, satisfaisante et elle est même exemplaire. Bakary Soumaré, vous êtes l'association malienne des droits de l'homme. Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de ce verdict? C'est le professeur Bakary Kamara et non Koumaré. Ah, excusez, M. Kamara. Merci beaucoup pour m'avoir interviewé sur ce thème très important, sur ce verdict très important. Au-delà du verdict, nous, au niveau de l'Association malienne des droits de l'homme, nous retenons le symbole. C'est la première fois qu'un auteur des crimes commis au Mali depuis 2012 est reconnu comme coupable et condamné. Cette décision marque donc un premier pas important dans la lutte contre l'impunité au Mali, comme le professeur Guy vient de le dire. Mais celle-ci ne fait que commencer tant devant la justice malienne où les procédures peinent à avancer, il faut le reconnaître, que devant la CPI, qui doit enquêter également sur les crimes commis contre les populations civiles, notamment les crimes sexuels et aussi les crimes basés sur le genre. Et donc, c'est pourquoi nous avons de tout le temps dit que nous souhaiterions que la Cour pénale internationale continue ses investigations pour élargir les peines contre Al-Mahdi et ses complices. Parce qu'il était le chef d'une brigade islamique, d'une brigade des mœurs islamiques. Et donc, il n'est pas seul à avoir commis ces crimes. C'est sûr qu'il a beaucoup de complices qui circulent actuellement à Tombouctou et ailleurs. Donc, il faudra continuer les investigations, non seulement au niveau national, au niveau de nos tribunaux, mais aussi au niveau de la Cour pénale internationale pour punir les criminels. Nous aurons l'occasion de revenir largement sur cet aspect du débat. À présent, cette question, la peine, on s'imagine, sera purgée hors du Mali ou alors ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Est-ce que cela fait une différence? Je pose la question à vous, M. Touré à Tombouctou. Ablaye Touré. Oui, pardon, je vous entends un peu mal. Vous pouvez répondre à la question. Alors, quelques petits soucis avec la liaison. Je disais qu'on s'imagine que la peine sera purgée hors du Mali ou alors est-ce que ça peut être un autre cas? Autrement dit, est-ce que c'est obligatoire que M. Al-Faki purge sa peine hors du Mali? Au Mali ou ailleurs, est-ce que cela fait d'ailleurs une différence? Votre avis? Je trouve que franchement, pour l'endroit où il va passer sa peine, nous, c'est pas tellement ça notre priorité. Notre priorité, ça reste vraiment la lutte implacable contre l'impunité et où quelqu'un mène cette lutte devant des tribunaux ici à Bamako, ici à Tombouctou, ailleurs. L'essentiel, c'est que la lutte contre l'impunité soit vraiment poursuivie et que les peines soient vraiment suivies à la lettre. Voilà. On regrette quand même, comme je l'ai dit, on regrette réellement que le Mali, quelque part, n'a pas encore emboîté la part à la CPI pour que tous ces criminels, j'allais dire, puissent être jugés. Sinon, nous avons des dossiers un peu partout devant les tribunaux, mais pour le moment, rien de fait. Voilà. Donc, que les peines soient
ici ou ailleurs, pour nous, vraiment, l'essentiel, c'est que la lutte contre l'impunité soit vraiment de façon implacable menée. Alors, Dr Guissé Al-Faki a donc été jugé par la Cour pénale. Il est condamné à 9 ans de prison et logiquement, où est-ce qu'il va purger sa peine? Ça se fait d'habitude comment? En principe, la juridiction qui a statué peut désigner le lieu où la peine doit être purgée. Mais le Mali a également le loisir de pouvoir demander, solliciter les autorités de la CPI le renvoi devant son territoire, devant sa compétence nationale pour pouvoir appliquer la sentence, disons, pour exécuter la peine qui lui a été infligée, je veux dire. Mais ce qui est sûr, vous vous rappelez un peu des tribunaux d'exception qui ont statué ailleurs, au Rwanda, n'est-ce pas, dans le cadre voilà. Donc, il y a certains qui ont été envoyés en dehors des territoires pour venir purger leur peine, même au Mali ici. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'un autre pays ne soit pas désigné, que le Mali lui-même ne soit pas désigné, ou que la sentence ne soit pas exécutée directement sur les lieux où la décision a été rendue. Alors, Bakary Camara de la MDH, où est-ce que vous voyez M. Al-Faki purger sa peine? Ok, d'accord. D'abord, avant de donner mon point de vue sur ça, je voudrais parler sur les 9 ans d'emprisonnement. Allez-y. Bon, nous trouvons que 9 ans d'emprisonnement, c'est pas mal comme peine. Comparé, par exemple, à la jurisprudence relative à Thomas Lubanga du Congo et à Germain Katanga. Par exemple, Thomas Lubanga au Congo, il a recruté et a utilisé des enfants soldats. Et il a été jugé et emprisonné pour 14 ans. 14 ans d'emprisonnement. Et Germain Katanga a écope de 12 ans. Et donc, ça, c'est tout simplement parce qu'il était l'auteur d'un massacre dans un village qui s'appelle Bogoro, au Congo. Bon, notre cas, Almadi, effectivement, il n'y a pas eu de victimes. Des victimes, je vais dire, il n'y a pas eu de morts, mais Almadi a détruit des mosquées et aussi des mausolées, oui. Donc, inscrits au patrimoine culturel. Donc, 9 ans, comparé à ces deux crimes que je viens de citer, 9 ans d'emprisonnement, nous trouvons que ce n'est pas mal du tout. Et nous trouvons d'ailleurs que ce verdict représente une victoire pour les victimes des crimes commis au Mali en 2012 à Tombouctou, notamment la population de Tombouctou. Ainsi que ce verdict constitue aussi un signal fort adressé aux auteurs, comme certains ont eu à le dire. Cette victoire a néanmoins un goût d'inachevé. Comme je l'ai dit tantôt, nous voulons que les tribunaux nationaux que nous avons contactés ici, parce que nous avons 2 plaintes déposées au niveau du tribunal de première instance, et que les autorités judiciaires essaient d'accélérer un peu cette procédure pour que les criminels puissent être traduits en justice, devant la justice. Et nous voulons aussi que la CPI continue ses investigations. Et concernant les relations CPI, tribunaux nationaux maliens, c'est le principe de complémentarité entre les deux. Que Al-Faki, après jugement, peine, écope sa peine au Mali ou ailleurs, alors l'essentiel est que le verdict soit donné et qu'il soit puni de tous les crimes qu'il a commis. Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'affaire Al-Faki, le procès a-t-il tenu toutes ses promesses? C'est donc le sujet du grand dialogue de ce mardi. À présent, nous allons remarquer avec vous que ce verdict a suscité pas mal de commentaires, ça et là. Les experts et les Nations Unies ont fait savoir qu'ils espéraient que le jugement, je cite, mette fin à l'impunité. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, disait ceci pour sa part. Alors, elle disait: cette peine constitue un avertissement à ceux qui
qui commettent ces crimes ou ceux qui envisageaient de les commettre qu'il s'agit d'un crime sérieux. Là, je la cite. La MINUSMA s'est-elle aussi exprimée sur le sujet en ces termes. Ce jugement constitue une avancée dans la lutte contre l'impunité, mais il importe que la justice pour d'autres crimes graves soit rendue afin que de nombreuses victimes puissent avoir droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Le procès était donc très important. Il semble qu'on attend également, on attend beaucoup de l'après-procès Alpha-Ké. Je pose la question à vous, Abdoulaye Touré, du président du réseau des victimes de Tombouctou. Il y a eu le procès, il y a eu les verdicts. Mais il semble quand même qu'on attend l'après-procès, on attend beaucoup de l'après-procès, n'est-ce pas? Pardon, les derniers mots, je m'excuse du réseau. Je parle de l'après-procès. Le procès était important, mais l'après-procès est aussi important, il semble, selon les commentaires qu'on peut voir. Bien sûr, l'après-procès est aussi important pour nous parce qu'on se dit, au-delà d'un verdict, la CPI doit pouvoir essayer quand même de penser à des mesures réparatrices par rapport aux familles, je veux dire, des centaines de ces mausolées. Nous savons tous que c'est vrai, il y a l'aspect culturel et culturel de ces mausolées. Mais au-delà, il y a tout un aspect pour la ville de Tombouctou de voir qu'une réparation collective soit faite pour que nous passons l'éponge sur ce cruel moment de notre histoire, je dirais, autant malienne qu'universelle. Et franchement, nous attendons quand même des mesures qui vont suivre la décision du verdict par rapport aux réparations. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté aussi, on se dit, nous sommes toujours dans l'attente de voir, comme je l'ai dit, souhaiter voir la CPI venir à la charge d'autres crimes que le ministère Al-Fati et ses partenaires, je dirais, ses associés ont commis à Tombouctou. Donc l'après-verdict, c'est de voir la poursuite d'autres recherches et aussi de voir des mesures réparatrices pour les victimes. Voilà. Monsieur Guissé, docteur Guissé, à quoi vous attendez après ce verdict, après ce procès? Bien, tout d'abord, bonsoir au professeur Camara de l'autre côté. Merci, professeur Guissé. Merci, professeur. Je dirais que par rapport à l'après-procès, je suis convaincu que d'abord la CPI n'a rendu qu'une partie du procès, enfin de la décision par rapport à Al-Faki, dans la mesure où toute décision doit comporter à peu près deux tendances, non seulement la peine et la condamnation et la décision par rapport aux dommages et intérêts qui doivent intervenir. Donc pour moi, la décision rendue par la CPI, en ce qui concerne la sentence elle-même, c'est-à-dire la peine privative de liberté prononcée à l'encontre d'Al-Faki, est une chose, mais par rapport à l'indemnisation des victimes et à la réparation du préjudice commis, n'a pas été encore retenu dans la mesure où cet aspect n'a pas encore fait l'objet d'une décision. Je crois que la CPI devrait réfléchir par rapport à cet aspect. Deuxièmement, il faudrait faire en sorte que cette première décision rendue par la CPI soit juste un début. Un début pour entamer l'ensemble des autres procédures par rapport à tous les autres auteurs, à tous les complices, à toutes les personnes éventuellement qui sont impliquées de près ou de loin dans la commission d'infraction par rapport aux crimes commis au nord du Mali. Donc pour moi, l'après-procès devrait encore être plus important que le procès lui-même. Voilà pourquoi nous devons nous attendre à une multitude d'actes qui seront posés par les victimes et les autorités du Mali et la CPI. Bakary Camara de l'AMDH, qu'est-ce qui doit suivre selon vous après ce procès? Oui, ce procès, comme vous l'avez si bien dit, les réparations, il y a plusieurs sortes de réparations. Comme Dr Guissé l'a si bien dit, il n'y a pas encore de décisions relatives aux questions de réparation. Mais à ce que je sache, au niveau du Tombouctou, la reconstruction des mausolées, je crois bien, a commencé. Mais au-delà de tout ça, il y a une réparation psychologique au niveau des victimes. Une réparation psychologique, par exemple des violations, des viols des femmes, des violences sexuelles, les mariages forcés et d'autres crimes perpétrés.
il doit y avoir une réparation. Mais cette réparation maintenant, pour que la réparation ait lieu, ce sont les différents acteurs, les défenseurs des droits humains, des droits de l'homme, et aussi les représentants des victimes qui doivent se mobiliser maintenant pour que réparation soit. Cela est compris. Nous allons du côté de Tombouctou pour retrouver Abdoulaye Touré, le président du réseau des victimes de là-bas, des victimes donc de la localité. Monsieur Touré, nous parlons donc de la question de la réparation. Je crois qu'il est toujours en ligne. Alors, nous aurons l'occasion de le retrouver, de revenir à lui. Alors, Monsieur Guissé, on a parlé réparation, réparation à plusieurs niveaux. Mais ici, est-ce que les autorités maliennes ne sont pas beaucoup attendues pour leur implication, pour que cette question de réparation soit prise en compte? Non, je crois que l'État lui-même est victime. Donc, en principe, l'État doit solliciter lui-même réparation, aussi bien du patrimoine que de la violation des sites protégés, ainsi de suite. Je crois que l'État a beaucoup à faire. L'État doit s'investir à corps et à cri pour permettre que la CPI puisse se prononcer sur cet aspect. Mais déjà, nous savons que l'UNESCO a pris des dispositions pour la réparation de certains sites. Et ceci constitue déjà un facteur, comme le professeur Camarade le disait, un facteur de soulagement, un facteur de réparation psychologique et morale. Mais cela n'empêche que la décision de la CPI contienne cet autre aspect des dommages et intérêts. Sans cela, je crois que la décision demeure plus ou moins une décision à moitié. Alors, je disais, il y a réparation. La question de la réparation concerne plusieurs aspects, mais il y a un autre aspect qu'on ne doit pas oublier. Peut-être c'est l'indemnisation aussi, non? Ben oui, en fait, je dis, c'est plutôt l'État ici qui est plutôt victime. Et dans cet état d'esprit, c'est l'État qui devrait demander réparation. Parce que ces sites, non seulement sont sous la coupe de l'État, mais c'est l'État qui en est le protecteur. Mais les victimes en tant que telles, effectivement, ont également cet aspect puisqu'il s'agit de la ville de Tombouctou, des citoyens de la ville de Tombouctou, donc des habitants de la ville de Tombouctou, qui, en fait, sont également partie prenante dans ces sites culturels. Et voilà pourquoi la réparation devait non seulement concerner l'État, mais également ses victimes collatérales. Cette question de réparation, nous allons pouvoir en parler avec Abdoulaye Touré certainement dans un instant, puisqu'il n'est toujours pas en ligne. Nous avons par contre Bakary Camara de la MDH qui est en ligne. Alors, Monsieur Camara, quelles sont les démarches à suivre pour que cette question de réparation soit prise en compte? Les démarches à notre niveau consistent à poser des actes qui vont non seulement auprès des tribunaux nationaux, comme je l'ai dit, nous avons déjà déposé des plaintes auprès des tribunaux nationaux, mais aussi que l'État saisisse la Cour pénale internationale pour tenir compte de ces réparations, de ces dommages et intérêts. Alors, retour dans ce studio pour retrouver Mamadou Guissé, le docteur Mamadou Guissé, ou alors Abdoulaye Touré qui n'a toujours pas en ligne. Alors, professeur Touré, dites-nous, monsieur Guissé, il y a eu quand même beaucoup de complices, il y a beaucoup de personnes qui ont participé au crime au nord concernant les mausolées et d'autres crimes. Est-ce que vous sentez que les enquêtes qui sont en cours évoluent? Est-ce qu'elles ont des chances d'aboutir, puisqu'elles sont en cours il y a longtemps, mais je crois qu'on apprend un peu de nouvelles dont on peut se réjouir? D'abord que la procédure est secrète, c'est ça le secret de l'instruction. Mais ce que je dois dire, c'est qu'en réalité, lorsque l'État est saisi, lorsque les autorités sont saisies, les autorités judiciaires compétentes sont saisies, elles doivent entreprendre tout pour que aucun auteur ou aucun complice ne reste impuni. Mais ils doivent également faire en sorte que aucune infraction ne reste impunie. Voilà pourquoi je pense que dans la discrétion, puisqu'il s'agit d'un crime plus ou moins exceptionnel, les enquêtes qui doivent se mener doivent se dérouler dans un contexte
très strict mais aussi spécifique. Voilà pourquoi je crois que le secret qui entoure cette instruction doit demeurer de telle sorte qu'au moins nous puissions aboutir à un résultat concret. Mais je crois que les autorités vont y travailler parce que déjà la CPI est également investie, elle s'est investie et elle prendra des dispositions pour que ces résultats aboutissent à l'identification des auteurs et des complices, à leur arrestation et effectivement leur déferment devant les juridictions compétentes. Je suis convaincu que cela interviendra. Nous allons continuer donc à deux avec vous et avec M. Camara de l'AMDH, le temps de pouvoir retrouver Abdoulaye Touré, qui est le président du réseau des victimes de Tombouctou. À présent, nous allons joindre Bakary Camara de l'AMDH. Alors, M. Camara, dites-nous, les efforts, est-ce que vous les sentez, les efforts en cours pour pouvoir mettre la main sur d'autres auteurs, d'autres complices de ces crimes qui ont eu lieu au Nord? Oui, mais nous ne voyons pas d'efforts de la part de l'État parce que les auteurs, les criminels qui avaient été pris ont été relâchés. Ces criminels ont été relâchés et ces criminels courent toujours les rues. Quand vous dites des criminels qui ont été relâchés, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques cas? Oui, mais il y a Ouka, il y a plein d'autres. Donc, nous trouvons que, à ce stade-là, nous ne voyons pas vraiment d'amélioration au niveau des actes posés par l'État. C'est pourquoi nous encourageons l'État malien vraiment à poursuivre les efforts pour que les criminels puissent être arrêtés et traduits en justice. Alors, vous encouragez l'État, mais est-ce que vous n'avez pas de moyens de pression? Oui, mais nous les encourageons. Le fait même de dire que nous encourageons l'État malien, c'est une forme de pression. C'est une sorte de pression parce que nous constituons la société civile, les défenseurs des droits humains, des droits de l'homme. Donc si nous levons et pour dire à l'État de faire tout pour arrêter et traduire les criminels en justice, ça c'est un moyen puissant, c'est un moyen de pression. Docteur Guissé, on l'a vu, vous l'avez dit, il y a des enquêtes qui peuvent évoluer, mais il n'est pas forcément dit qu'on soit au courant. Voilà. Mais néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas quand même que du côté des autorités, il faut faire un peu plus d'efforts? Je crois que nous devions médiatiser plus ou moins ces aspects, communiquer comme cela se fait aujourd'hui en France, où en cas d'acte terroriste, en cas d'appréhension de quelques éléments, de quelques auteurs ou de quelques suspects, on essaie effectivement d'informer par voie de presse, n'est-ce pas, l'opinion publique. Je crois que l'État devait fournir cet effort. L'État devait aller dans le sens de se déculpabiliser, parce que vous voyez, c'est un doigt accusateur qu'on pointe à l'endroit de l'État, donc à l'encontre de l'État, parce que l'État, effectivement, est resté muet, l'État ne communique pas, l'État ne dit pas exactement quels sont les actes qui sont entrepris ou qui ont été entrepris, quels sont les résultats qui ont été atteints et à quoi devons-nous nous attendre dans le futur proche. Mais je pense qu'il est possible que dans le cadre de l'enquête secrète, donc du secret de l'instruction, qu'il puisse y avoir des actes qui ont été posés, mais qui n'ont pas été effectivement divulgués. Dans la mesure où, vous savez, la sensibilité de ces crimes, c'est de faire attention, de faire en sorte que les actes posés ne puissent pas être divulgués et qu'ils ne puissent pas être portés à la connaissance de tous, afin de ne pas nuire à l'instruction elle-même. Voilà à peu près ce à quoi moi je pense. Mais je ne pense pas effectivement que les autorités aient croisé les bras pour ne rien faire dans une affaire aussi sensible que celle-ci. On se retrouve pour la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Al-Faki, condamné à 9 ans d'emprisonnement, c'est de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce mardi. Alors, nous avons tenté pour l'instant de joindre le président du réseau des victimes de Tombouctou. Pour l'instant, c'est sans succès. Donc, nous allons donc tenter de joindre Bakary Camara qui est de l'AMDH. Alors, Monsieur Camara, c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir Abdoulaye Touré, le président du réseau des victimes de Tombouctou. On a l'habitude de les avoir pour parler de ce sujet. C'est vrai qu'on a l'habitude d'apprendre des choses qui étonnent parfois, parce qu'on a l'habitude d'apprendre qu'on sait sur place là-bas ou non loin où se cachent des présumés complices et que personne ne vient les chercher. Alors, si c'est le cas, comment est-ce que vous expliquez cela? Ça, je n'ai aucune explication à donner à cela. Cela n'est pas je n'ai aucune explication à donner à cela. Alors, docteur Guissé, peut-être que nous aurons la chance d'avoir Abdoulaye Touré qui va peut-être revenir sur cette question, puisque je l'ai dit que cela a été signalé au cours de certaines de nos émissions. Est-ce que vous pensez que cela peut arriver? Non, en fait, cela peut arriver. Mais vous savez encore et encore, c'est un problème très sensible et c'est une situation délicate. Eux de Tombouctou savent où se cachent les éventuels auteurs et les éventuels complices. Ceux-ci, en fait, ils constituent eux-mêmes, habitants de Tombouctou, les premières victimes principales, n'est-ce pas, directes de ces infractions. Alors, ont-ils eux-mêmes pris des dispositions pour avertir d'abord les autorités de police ou de gendarmerie? Ont-ils pris des dispositions pour avertir les autorités judiciaires? Et quelles sont les réponses, n'est-ce pas, qui leur ont été données par rapport à cette situation? S'ils n'ont rien entrepris, ça veut dire qu'eux-mêmes n'ont pas joué le rôle de dénonciation. Autrement dit, la première démarche doit venir. La première démarche doit venir de ces habitants, donc de ces premières victimes. Et par ailleurs, lorsque les autorités n'agissent pas, c'est en ce moment que la pression devrait venir des organisations non gouvernementales comme les MDH et autres, n'est-ce pas, associations de défense des droits de l'homme. Mais ça m'étonnerait fort que, effectivement, sans une main étrangère, qu'un tel problème puisse exister et qu'aucune autorité ne réagisse. Parce que là, c'est une violation fondamentale, n'est-ce pas, de l'ensemble des principes du procès qui sont visés ici. C'est une violation très grave. Parce que nous avons dit, dès lors que le procureur est informé, dès lors que l'officier de police judiciaire est informé, il doit. Donc, un certain nombre d'actes ont été cités qu'il doit mettre en œuvre pour non seulement rechercher, mais également pour arrêter les auteurs et leurs éventuels complices. Alors là, je pense que aussi bien les victimes que les autorités n'ont pas joué leur rôle. Sinon, le problème ne se serait pas posé. Alors, nous sommes heureux de constater que la liaison est à présent établie. Alors, Abdoulaye Touré, vous êtes... Oui? Non, c'est pas Touré. Allez-y. Alors, monsieur... Quand Guissé dit que les associations de défense des droits de l'homme n'ont pas joué leur rôle, je ne suis pas d'accord. Lui-même, il a dit que c'est un sujet sensible et qu'il faudra protéger les victimes, etc. Et, le secret de l'instruction, etc. En tant que spécialiste, il a bien touché à cela. Et nous avons recensé plus de 83, plus de 80, des dizaines de victimes, et dont 33 crimes sexuels, etc. Et pas seulement l'association malienne des droits de l'homme, mais 5 autres associations nationales. Nous avons déposé des plaintes auprès du tribunal de première instance de Bamako. Depuis que nous avons déposé ces plaintes-là, alors personne, nous on ne sait rien. Et le tribunal ne bouge pas. Il n'y a pas d'information, rien du tout. Donc dire que les associations ne font pas le travail, je ne suis pas d'accord sur cette affaire. Non, toutes mes excuses, professeur, je ne vous accuse pas. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas joué votre rôle. Au contraire, je suis un de vos soutiens, un de vos supporters. Je dis, est-ce que les victimes elles-mêmes ont joué leur rôle en dénonçant? Voilà le premier problème. Non, je crois qu'il y a une petite incompréhension à ce niveau, parce que la question qui a été posée,
c'est de savoir et que les criminels sont en train de circuler, comment dire, à Tombouctou. Alors, donc pourquoi personne ne va les arrêter, etc., etc. Tombouctou se trouve dans un état, en principe. Et ces criminels se croisent à longueur de journée dans la rue. Avec comment dirais-je, leurs victimes. Hein? Donc, et d'autant plus que le tribunal a été saisi, c'est aux autorités judiciaires maintenant de prendre toutes leurs responsabilités et aller chercher ces criminels. Exactement. Tout le monde sait où ils sont. Nous ne nous contredisons pas, professeur. Je suis dans la même ligne que vous. Alors, je crois que vous parlez le même langage. Nous sommes heureux de pouvoir retrouver enfin Abdoulaye Touré, le président du réseau des victimes de Tombouctou. Monsieur Touré, nous sommes sur cet aspect qui n'est pas très simple de ce débat. C'est le cas des auteurs et des victimes. Alors, on a l'habitude d'entendre au cours de cette émission, au cours enfin du grade, alors qu'il y a des victimes qui sont dans la région et qu'on sait où ça se trouve. Est-ce toujours le cas? Pardon, je me suis d'accord. On dit qu'il y a des complices ou des auteurs, on sait leur lieu, on sait où est-ce qu'ils se trouvent, vers la région de Tombouctou, que personne ne vient les chercher. On l'a entendu plus d'une fois sur cette même antenne. Est-ce que c'est toujours le cas? Écoutez, M. Famba, ce qui se passe au Mali, nous savons tous, hein, il ne faut pas célérer. Nous avons vu des gens libérés à Bamako. Donc, dire que les victimes courent ici à Tombouctou ou ailleurs, c'est évident, tout le monde le sait. Bon, mais est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils se trouvent en fait? Puisqu'on les cherche après tout. Où est-ce qu'ils se trouvent, on le sait. L'État malien le sait. Concrètement, les services de sécurité le savent. Donc, je ne sais pas... pour des raisons soi-disant de processus, de mesures d'accompagnement, de paix et tout ça, c'est pas tout. Une réaction, docteur Kissé? Voilà ce que je disais, donc il s'agit d'une affaire sensible et c'est cette corde sensible qui est en train d'être tirée par les uns et par les autres. Et d'ailleurs, vous savez, nous n'avons pas d'indépendance sur cette question. Voilà pourquoi je pense... Alors, je vois que M. Camara veut réagir. Allô? M. Camara, vous voulez réagir? Non, j'ai dit ce que je voulais dire. Voilà, c'est compris. Alors, M. Touré, allez-y. Oui, voilà, si vous me laissez terminer. Parce que j'ai dit sur 200 cas de dossiers qui sont devant le tribunal, le procureur M. Diakité, lors d'une de nos ateliers, une de nos rencontres, nous a expliqué qu'il n'y a que 15 cas qui ont été analysés, sinon jugés. Bon, si c'est 15 cas, il trouve que c'est des dossiers vides. Vous avez dit 15 cas sur combien? 200. Bon, c'est quand même lamentable. Les Maliens prennent les pieds sur des dossiers qui sont brûlants. On ne veut pas peut-être enclencher une procédure normalement. Deuxième aspect de la chose, on a créé cette CVJR qui est à Bamako depuis un an, qui se fait, qui se refait et qui n'arrive pas sur le terrain. Voilà la réalité sur le terrain. Et on sait bien que les victimes attendent réellement de comprendre la vérité, d'avoir droit à l'accès à la justice. Et la justice qui n'est pas effective dans tous les noms, ça on le sait. Et d'autre part, et on attend aussi qu'il y ait des mesures d'accompagnement d'urgence pour des victimes qui vivent avec leur mal. Quelques difficultés avec la ligne. Nous allons donc du côté... Alors, M. Camara... Vraiment, c'est déplorable. Nous aurons peut-être la chance de vous retrouver. Nous partons maintenant du côté de Bakary Camara de l'AMDH. Cette question à présent, M. Camara, la justice malienne pourra-t-elle à présent s'inspirer de ce qui vient de se passer à La Haye? Je n'ai pas compris. Est-ce que la justice malienne pourra s'inspirer de ce qui vient de se passer à La Haye, à la CPI? Oui, bon, nous espérons. Nous espérons que la justice malienne s'inspire de ce qui vient de se passer à La Haye. Et donc, voilà. Et nous espérons. Docteur Guissé. Nous sommes relativement optimistes. Alors, vous partagez cet optimisme? Je poserai le problème autrement. Ce n'est pas si la justice malienne pourra, mais devra ou devrait s'inspirer. Voilà le problème. Donc, c'est une obligation aussi bien morale que nationale pour l'État de pouvoir s'inspirer. Donc, de devoir s'inspirer du cas de la CPI pour pouvoir aller plus loin.
et de façon raisonnable. Abdoulaye Touré est-il en ligne? C'est toute la question. Effectivement, oui, il est en ligne. Alors, Monsieur Touré, on a eu quelques problèmes avec vous, donc on va passer à une autre question. C'est l'enseignement que la justice malienne doit tirer de ce qui vient donc de ce procès qui s'est déroulé à la CPI. Bon, l'enseignement il est simple. Qu'il faut retirer de cette affaire de Al-Faki. Il faut il y a des dossiers, il faut les prendre en charge, à bras le corps, pour engager toutes ses responsabilités. La justice, c'est la justice. Il faut rendre justice aux justiciables. Les victimes ont besoin de cette justice, les victimes ont besoin de cette vérité et d'avoir des réparations. Voilà, nous attendons beaucoup de cette justice. Il faut qu'elle se mette au boulot, il faut qu'elle se mette au travail. Voilà ce que nous attendons de la justice malienne. Alors, c'est dommage, elle est encore en train de traîner. Alors, Bakary Camara, qu'est-ce que vous retenez essentiellement comme leçon? Non, comme conclusion, je suis totalement d'accord avec Guy, avec celui qui vient de parler. Il faut que la justice malienne se mette au travail. Et il faut que la justice malienne soit courageuse. Très bien, mais prenne ses responsabilités. Exactement, professeur. Au-delà de toute considération, même s'il y a des situations politiques, certaines personnes disent que oui, parce que le Mali se trouve dans cette situation, etc., mais il faut que justice soit faite. Alors, cela étant compris, nous retournons dans ce studio pour donner la parole à vous, Dr Mamadou Guissé. Vous retenez quoi? Mais l'analyse du professeur Bakary est pertinente. Il faut des hommes courageux dans les situations d'exception, dans les situations judiciaires difficiles. Il faut que les hommes qui sont nommés, qui sont institués, qui sont mis dans ces postes puissent effectivement réagir de façon non seulement efficiente, mais de façon efficace. Je pense que la justice doit aller au-delà des attentes même de la population. Moi, voilà ce que je pense de cette situation. Est-il, selon vous, réaliste de voir dans les années à venir la justice malienne de juger des coupables, des complices, des auteurs de ce genre de crimes? Oui, lorsque nous aurions eu, n'est-ce pas, l'attitude nécessaire à la matière, je pense que cela interviendra. Cela devrait intervenir. Monsieur Camara, vous partagez cet optimisme? Oui, je partage cet optimisme. Alors, mais je demande toujours aux autorités, non seulement les autorités politiques, mais aussi les autorités judiciaires, pour qu'ils prennent toutes leurs responsabilités en main pour poursuivre, traquer les criminels et les traduire en justice, pour que la mémoire nationale soit en paix. Parce que ce qui s'est passé à Tombouctou est une attaque, est une agression contre notre culture, contre notre âme, contre ce que nous sommes. Alors, professeur, il faut tout simplement que le principe de la séparation des pouvoirs soit effectif. En ce moment, l'autorité judiciaire retrouvera toute son indépendance, toute son agilité et toute son efficacité. Alors, c'est sur ces propos qui s'achèvent. Monsieur Camara, vous avez un mot à dire? Non, ça va, merci. Alors, donc, il me reste donc à vous remercier pour votre disponibilité. C'est la fin de ce débat. Je rappelle que le sujet du jour, c'était l'affaire Al-Faki. Le procès a-t-il tenu toutes ses promesses? On prépare à l'émission Bakary Camara de la MDH, Abdoulaye Touré, qui est le président du réseau des victimes de Tombouctou, et le docteur Mamadou Guissé, qui est procès des droits privés. À la mise en œuvre, excusez-moi, à la mise en œuvre, il y avait Petingo Diara, régie vidéo Salim Odjouara, réalisation Ousmane Djadjet Touré, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.